Progrès de la médecine, chronicisation de certaines maladies, épidémie VIH, crise sanitaire, introduction massive de l'Internet, tout cela a contribué dans les 30 dernières années à déplacer la place du patient dans le système de santé. Alors ce déplacement, il s'est d'abord incarné en termes de démocratie sanitaire, ça a été le premier enjeu qui a été consacré par la loi Kouchner en 2002, et les associations de malades ont d'abord revendiqué une place dans le système de santé comme représentants et comme en capacité de parler des enjeux, des transformations et des évolutions du système de santé. La place du patient s'est ensuite imposée autour de tout ce qui était démarche qualité des soins, des parcours, où s'est imposée l'exigence de croiser toujours, lorsqu'on parlait de qualité des soins et des parcours, la qualité voulue et rendue par les professionnels de santé et la qualité attendue et perçue par les patients, et de travailler d'ailleurs sur ces écarts, de comprendre ces écarts et de contribuer à les améliorer et à les ajuster. Et tout cela culmine certainement dans tout ce qui est prise en compte de l'expérience patient, notamment dans la construction des parcours. Et puis aujourd'hui, arrivé d'abord des pays anglo-saxons, un nouveau concept, mais qui n'est pas qu'un concept, ça se réalise, s'impose une nouvelle place du patient, qui est le patient formateur, et autour du patient formateur, c'est-à-dire un patient qui aurait à apprendre quelque chose aux professionnels de santé, se développe notamment une offre de formation des universités du patient, et les premiers patients formateurs interviennent aujourd'hui dans tous les pays et en France notamment. Alors les patients ont-ils quelque chose à nous apprendre? Quoi? Est-ce que ça implique de leur part une professionnalisation? Et qu'attendre de cette démarche en termes concrets, en termes d'amélioration de la qualité des soins, du système de santé et des parcours de santé? Pour en parler avec moi dans ce 4e DPC Grand Angle, mes invités, Catherine Cerizet et Raymond Merle. Bonjour Catherine Cerizet, donc vous êtes patiente enseignante à Paris 13, l'université de Bobigny. Bonjour. Bonjour, Raymond Merle, vous êtes patient expert et fondateur de l'Université des patients de Grenoble. On n'est pas tous patients formateurs, et donc vous qui avez fondé une université de patients, comment passe-t-on, j'ai envie de dire, de patient à patient formateur, parce que visiblement ils vont à l'école, ils vont à l'université, ils ont un diplôme. Quelles compétences vous construisez, et au fond derrière, est-ce qu'il y a l'idée qu'un patient, pour devenir patient formateur, il faut le professionnaliser? Très bien. Alors déjà, je pense qu'on peut partir du patient déjà. Le patient, il est dans une période où, quand il est atteint par la maladie, il a toute une phase de déconstruction, il plonge vers une descente aux enfers. Et à un moment donné, cette descente s'arrête, il a une prise de conscience qui se fait, et il engage après un pouvoir d'agir qui va lui permettre d'évoluer vers justement son rétablissement. Donc ça, c'est le côté du patient. Maintenant, qu'est-ce que le patient peut apporter, comment il devient formateur? Alors déjà, il n'a pas besoin de diplôme pour devenir formateur. Il va apporter son savoir expérientiel, donc dans une dimension de formation avec des professionnels de santé. Il va pouvoir acculturer les professionnels de santé sur ce que c'est que la maladie avec un autre regard que celui de la prescription dans le soin, par exemple. On est en train de transformer la relation prescriptive vers une relation collaborative. Vous l'avez très bien expliqué dans l'introduction. Donc en fait, le patient, il devient formateur parce que c'est son choix. Tout le monde ne veut pas
Un patient peut très bien rester dans son domaine, s'occuper de sa propre vie et tout. L'autre patient voudra transformer, voudra expliquer, voudra échanger avec les autres, et c'est là où il va apporter son savoir expérientiel. C'est pour ça qu'au départ, on n'a pas forcément besoin de diplôme pour former, on apporte un savoir expérientiel qui est le nôtre. Alors, à quoi sert l'université des patients? Alors, l'université des patients, en fait, c'est les universités des patients. Oui, les universités des patients, puisqu'elle se développe. La première a été créée en 2009, oui. La deuxième en 2012, et celle de Grenoble a été créée en 2014. Même si les modèles des universités des patients juridiques sont différents, elles ont le même objectif, c'est permettre aux patients d'évoluer à leur propre rythme en fonction de leurs contraintes, leurs difficultés et leurs motivations. Et les universités se sont emparées de la formation des patients pour qu'ils puissent intervenir. Alors quand on parle je vous dis qu'il n'y a pas besoin forcément de diplôme, mais le patient a besoin d'évoluer. Donc lui apporter une formation initiale qui lui permet de sortir la tête de l'eau et d'aller vers un cursus ou quoi, c'est le rôle des universités des patients. C'est quoi les contenus, par exemple? Alors, les contenus, au départ, Paris a voulu permettre aux patients d'obtenir des diplômes. Absolument, DU, master, il y a même l'idée qu'on pouvait continuer en doctorat. Voilà, le premier master a été construit par Catherine Touré-Turgis à Paris en 2009. Ensuite, Marseille s'en est emparé après, et Grenoble, pareil. Nous, Grenoble, on a un modèle qui est un peu différent, puisque l'université de Grenoble a été créée par des patients, en collaboration avec l'université, Grenoble-Alpes, et le CHU de Grenoble. Donc en fait, c'est un modèle un petit peu différent, mais de façon à ce que tout le monde travaille en collaboration, mais qu'on forme les patients. À quoi alors? Alors, justement, à devenir ressources. On les a formés en éducation thérapeutique, on les a formés, et on leur a donné... Éducation thérapeutique, intervention... C'est-à-dire intervention dans les programmes. L'éducation thérapeutique oblige à une certaine formation, un certain niveau de formation pour les professionnels de santé, exactement pour les patients. Donc plutôt que de former des patients par pathologie, l'université des patients a formé des patients pluripathologie. D'accord. Ce qui était intéressant, ce qui a donné une valeur ajoutée, puisque les patients ont franchi le cap de l'isolement de leur pathologie et ont vu les autres pathologies. Et en fait, on a structuré un programme qui permet aux patients d'avoir la compétence d'éducation thérapeutique dans le cadre réglementaire, mais d'aller un petit peu plus loin avec des stages après et tout, pour qu'ils obtiennent des attestations d'études universitaires ou des certificats. Ensuite, le patient peut nous dire « Moi, l'université, franchement, ne m'en parlez pas, je n'ai pas du tout envie d'y aller. » C'est tout à fait logique. Mais par contre, une fois que le patient a sorti la tête de l'eau, il s'est formé en formation initiale, ensuite, il va avoir une activité, parce que c'est quand même le but, qu'il ait une activité en éducation thérapeutique ou autre. Et à ce moment-là, après, il peut nous dire en fait, maintenant j'ai fait ça et tout, mais j'aimerais bien aller à l'université. Donc l'idée, c'est de les accompagner vers leur développement personnel. Alors, justement, Catherine Cerizet, vous êtes patiente enseignante à Bobigny. Alors, vous avez été formée, vous? Alors, je suis ravie d'être là pour en parler parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, le problème de la formation des patients. Donc moi, je vais renvoyer la question, qui a la capacité de me former à ce que j'ai vécu? L'université des patients. Raymond Maire nous en a parlé. En l'occurrence, pas toujours. Oui. Déjà, l'université des patients, c'est parce qu'on est dans un milieu très français et qu'en France, on attache énormément d'importance au diplôme. Donc dans cet esprit-là, on s'est dit que si on pouvait diplômer des patients à l'éducation thérapeutique ou à autre chose, en l'occurrence pas forcément à la formation des professionnels, hein, là on est un petit peu... Oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, ces patients pourraient éventuellement retrouver un emploi et valoriser ce diplôme universitaire. Et puis valoriser cette expertise expérientielle qu'ils ont acquise et qu'ils ont apprise. Donc moi, je n'ai pas été formée et il n'y a pas un patient enseignant aujourd'hui à Bobigny qui a été formé au préalable pour former les médecins. Alors ce sont des médecins généralistes qui sont en internat,
qui effectuent leur stage. Et c'est justement très intéressant parce que ce n'est pas des cours descendants. On n'arrive pas dans un amphithéâtre à leur distiller notre témoignage, alors surtout pas, et notre savoir expérientiel. Je pense que ce serait très difficile, très compliqué et très mal perçu. En fait, ils sont une dizaine d'étudiants à nous présenter des cas cliniques qui leur ont posé problème dans leur stage. Nous sommes en binôme avec un médecin enseignant. Le patient enseignant et le médecin enseignant essayent de décortiquer avec le groupe. C'est vraiment des groupes réflexifs, de savoir qu'est-ce qui a posé problème dans la prise en charge. Alors déjà, on travaille... Oui, c'est un groupe d'analyse de pratique, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Et alors déjà, on travaille beaucoup sur les mots. Par exemple, prise en charge. Moi, personnellement, je ne suis pas une charge. Je préfère le mot prise en soin. Je trouve que ça a plus de sens. Et d'ailleurs, en anglais, il y a les deux, le care, le cure. En France, on a prise en charge, qui fait référence à la prise en charge financière de la sécurité sociale, surtout. On leur apprend donc à changer les termes. On se rend compte que 80-90% des problèmes qu'ils ont eus sont un problème de communication. Or, ils n'ont pas de cours de communication à l'université. Ils ont un problème de communication parce qu'ils ont un problème de temps, effectivement, mais parce qu'ils ne savent pas parler à quelqu'un de malade. Ils commencent dans la profession, c'est compliqué. Hein. Ils nous disent même, certains nous disent, mais c'est les externes qui sont envoyés en première ligne à l'hôpital. Nous, déjà, en tant qu'interne, on en a vu, mais les externes, il faudrait que vous commenciez plus tôt. On leur apprend les droits des patients. Ils ne connaissent pas. Vous parliez de la loi du 4 mars 2002, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de médecins qui connaissent. C'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Donc les droits des patients. Pourquoi ce patient me demande-t-il son dossier ? Parce que c'est un droit. Les ressources aussi. Ce sont des médecins généralistes qui vont, pour la plupart, travailler seuls dans des cabinets et ils n'ont pas les ressources. Ils ne connaissent pas les noms des associations, les ressources financières, etc. On leur apporte la perspective patient. Et on leur apporte la vision, une vision différente, complémentaire. Et évidemment, en aucun cas, on se positionne à la place. Oui. Évidemment, on n'a absolument pas notre place là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le binôme est assez intéressant. Mais on leur apporte la perspective patient pour une prise en soin optimum. Alors justement, cette ressource pour apporter cette perspective patient, puisque vous n'avez pas été formé à l'école des patients, hein, je plaisante un peu, vous l'avez développé comment ? Quel a été le parcours qui, à un moment, vous a fait vous dire j'ai envie d'apporter ça, je suis compétente pour apporter ça, j'ai une place réfléchie, puisque tout ce que vous nous avez dit, c'est une place réfléchie. Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est un long processus et que ça ne concerne pas tous les patients. Et ça, Raymond l'a dit, il y a des patients qui n'ont pas du tout envie, qui restent dans leur maladie, dans leur vie et qui n'ont pas envie de prendre ce recul et ça se respecte absolument. D'autres, en revanche, comme moi, commence par... on a une période de sidération dont parlait Raymond, et puis la sidération ne dure pas 10 ans, 15 ans dans une maladie chronique. On reprend le dessus, on récupère son pouvoir d'agir. Et là, moi, il se trouve... Alors, c'est très anecdotique, mais il se trouve que je suis passée par la case blog, j'ai blogué, donc j'ai commencé à informer les femmes qui étaient atteintes comme moi d'un cancer du sein, et puis j'ai commencé à rentrer dans le milieu associatif. On a un tissu associatif extrêmement important en France, et vous parliez justement des représentants des usagers qui sont formés par les associations, etc. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, j'ai commencé à rentrer dans le milieu, dans des groupes de travail institutionnels, à beaucoup lire, à beaucoup travailler, jusqu'à me dire que pour changer le système de santé, vraiment en profondeur, il fallait vraiment qu'il y ait un partenariat, qui ait un changement de paradigme, mais vraiment un changement de paradigme. Et là, on est en train vraiment de modifier les choses, puisque le patient enseignant modifie complètement la donne, et on passe d'une relation verticale à une relation qui est complètement horizontale. Oui, c'est ce que vous disiez. Donc, c'est pour vous, c'est davantage un parcours personnel qu'une profession avec un diplôme qu'on va acquérir
Moi, je pense que personne ne peut m'apprendre ma propre expérience. Ma propre expérience de la maladie, de ce que j'ai traversé, c'est quelque chose que personne ne peut m'apprendre. Donc quand on parle évidemment du système de santé, etc., c'est compliqué, mais ça s'apprend, on apprend. L'université des patients est très bien pour ça. Le milieu associatif, quand vous êtes dans le milieu associatif, vous militez, vous travaillez, vous apprenez les rouages du système, etc., etc. Donc ça s'apprend, c'est de l'expérience. Mais les médecins aussi se servent de leur expérience, pas seulement de leur savoir scientifique. Bien sûr. D'ailleurs, c'est une question incidente. Qui enseigne à l'université des patients? Alors justement, selon les programmes qui sont construits, il y a des patients. Et après, nous, on a fait le choix à Grenoble de s'accompagner de ressources en compétences pédagogiques ou pédagogiques. Oui, c'est de la formation de formateur, de voilà. prise de parole. Pourquoi ? Parce que nous, on a une capacité d'enseigner sur le savoir expérientiel, etc., sur certaines dimensions, sur les droits, mais après, sur la subtilité, sur les guides d'entretien, sur des outils, sur des techniques et tout, on a pris des formateurs dont c'est le métier. C'est pour ça qu'on a allié des compétences pédagogiques avec notre propre expérience et on a mixé une équipe, un comité pédagogique et une équipe de formateurs. Donc ce sont à la fois des patients, ça peut être des aidants aussi bien sûr, et selon ce qu'on traite comme sujet, et des formateurs à caractère professionnel. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'évolution, c'est intéressant de suivre un petit peu l'histoire, on trouve dans la littérature, comme le dit Catherine, c'est-à-dire qu'il y a quelque temps, on nous demandait souvent d'apporter notre témoignage sur notre vécu. Absolument. On a commencé comme ça. Oui. Voilà, donc on a sûr. commencé comme ça, on nous a dit, tiens, Raymond, viens raconter ta vie de patient atteint d'une maladie rénale, qu'est-ce qui se passe quand tu dialyses, quand tu es transplanté, etc. Donc c'était l'apport du témoignage. Maintenant, comme le dit Catherine, on passe au niveau de formateur. Donc on participe à la formation en binôme, seul, etc. Et le binôme est particulièrement intéressant, d'autant plus quand on travaille sur des techniques comme la simulation et d'autres méthodes. Et maintenant, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est de co-construire. Donc on passe à la phase d'ingénierie. Donc je pense que c'est l'évolution au fil du temps, que vous avez très bien expliqué en introduction. Quand on observe le patient dans son évolution, il va maintenant jusqu'à l'ingénierie. C'est ça, je pense, la valeur ajoutée. Et on est en plein dans l'acculturation des professionnels, on est dans le travail de collaboration et tout, et c'est ça les changements de paradigme. Alors justement, le changement de paradigme, vous avez commencé, vous intervenez en formation initiale, vous avez parlé des DES de médecine générale. J'ai envie de dire, alors, ça change quoi concrètement ? Enfin, vous avez déjà observé quel changement suite à vos interventions? Est-ce que ça a construit une autre compétence que la compétence purement clinique, scientifique chez les professionnels? Est-ce que ça a impacté leur pratique professionnelle? Qu'est-ce que vous avez senti bouger? Ah, mais c'est essentiel. Donc on les suit. Alors on ne suit pas le même groupe tout au long de leurs années. Donc on les voit évoluer, mais on voit quand c'est le premier cours ou c'est le 17e. Et on voit une différence, mais absolument essentielle. Alors déjà, j'en parlais tout à l'heure dans le vocabulaire. On ne dit plus d'une femme, j'ai reçu une femme hystérique, parce qu'ils ont dû tomber sur un patient qui leur a dit, mais l'hystérie, c'est une pathologie, elle n'était peut-être pas hystérique. Cette femme, elle vous paraissait peut-être un peu énervée, un peu en colère, mais pas hystérique. Donc le vocabulaire change énormément. On n'est plus dans une salle de garde. On parle des gens, on les prend en soin. Ils sont plus dans l'entre-soi où ils se permettent... Exactement. Exactement. Ensuite, nous, on a participé, comme le disait Raymond, à l'ingénierie, donc ils ont des grilles à remplir, et donc systématiquement, on leur demande le profil psychologique, le profil social de leurs patients. Donc comme on le leur demande, ça devient systématique de le demander à leurs patients. Et quand ils n'arrivent pas à le demander,
ils nous expliquent pourquoi, ils essayent de trouver des solutions, etc. Et on s'en rend compte au fil des mois que c'est vraiment incroyable. Alors qu'au départ, ils étaient dans une espèce de carcan scientifique où le principal était de diagnostiquer et de donner le bon médicament. Là, on se rend compte que la dimension psychosociale rentre dans le soin. Ça, c'est extrêmement important. Ils apprennent énormément des ressources. Et une des choses qu'on leur apprend énormément, et je pense que c'est une base dans le colloque singulier, c'est la décision partagée. C'est vraiment apprendre à partager la décision avec son patient, à avoir un consensus. Et ça, vous parliez d'améliorer le système de santé, ça améliorera le système de santé. Ça améliorera l'adhésion thérapeutique, ce qu'on appelle l'observance. Ça améliorera le fait qu'il y aura moins de réhospitalisation parce que les choses seront acceptées par le patient puisque décidées, co-décidées avec le médecin. Donc vraiment, je pense qu'on a une dimension humaine qui dépasse la prise en charge et qui tend vers la prise en soin, vraiment. Alors, vous êtes intervenu en formation initiale. Voilà, la formation continue des professionnels de santé, c'est-à-dire ces professionnels de santé qui ont été formés il y a 20, 30 ans, 40 ans. C'est notre enjeu à nous, autour du DPC. On n'a pas d'expérience où il y a des patients formateurs aujourd'hui. Il y a eu, vous y avez participé, Catherine Cerizet, la déclaration de Paris, qui faisait Associons nos savoirs. Associons nos savoirs, qui au fond illustre ce dont on est en train de parler, et qui est une déclaration volontariste sur l'introduction du patient formateur dans les référentiels de compétences, la formation, etc. Donc formation continue, on a au fond ces enjeux, pour ceux qui n'ont pas été formés comme ça. Et dont on se dit ce serait intéressant que des patients co-construisent, animent. Bon. Quel levier, selon vous, pour y arriver? Parce qu'aujourd'hui, les patients sont absents de l'ensemble des programmes qui sont déposés à l'agence du DPC. Déjà, votre émission est un levier puisqu'on en parle et c'est déjà bien. C'est un lancement. C'est un lancement, exactement. C'est un lancement et pas une bouteille à la mer. C'est vraiment un lancement. Je pense que dans la formation continue, comme dans la formation initiale, les patients ont leur place. Et justement, pour confronter l'expérience, parce que là, pour le coup, on a affaire à des médecins qui sont des médecins, des professionnels de santé qui ont une expérience. Et c'est un peu ce qu'on fait déjà à l'université de Paris 13, puisqu'ils ont une petite expérience, puisqu'ils sont en stage, ils ont une petite expérience. C'est pas en première année qu'on commence à les avoir. Donc, je pense que c'est confronter leur expérience, se remettre en question. Il faut savoir se remettre en question. Je pense que c'est une grande intelligence de remettre ses pratiques en question, d'évoluer avec la société, avec les maladies chroniques. Les médecins qui ont été formés il y a 30 ans ont été très bien formés pour l'aigu. Depuis 30 ans, il y a l'explosion des maladies chroniques. Et ça change, et vous en parliez tout à l'heure en préambule, ça change là aussi le paradigme. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont importantes, autant dans la formation continue que dans la formation initiale. Vous êtes intervenu en formation continue? Oui, j'interviens depuis plus de 10 ans dans les établissements de santé, dans les instituts de formation, et puis maintenant avec des expériences qui sont peut-être très parcellaires au début, mais qui, nous l'espérons, deviendront formalisées, puisque c'est l'objectif, entre autres, d'associer nos savoirs. Mais un élément qui est particulièrement important, c'est, je parlais tout à l'heure de la simulation. Donc, je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de la simulation, il y a des événements qui sont créés par des établissements et tout. C'est une méthode, effectivement, qui nous semble prometteuse en termes de formation continue. Et là, on se trouve dans une situation de la création d'une chambre des erreurs dans un établissement de santé. Et la CADSUP me sollicite pour travailler sur cette création, sur ce projet. Je dis très bien, donc explique-moi comment tu vois les choses et tout. Elle m'explique, je dis c'est super. Et je lui pose la question, mais en fait, dans les lits, qui est-ce que vous mettez? Et elle me dit, Raymond, voyons, on est des mannequins. Je lui dis, on peut peut-être quand même essayer de trouver une solution. Quand même. Et on a donc proposé des patients. Elle me dit, cite-moi une erreur, par exemple. Je lui dis, c'est très bien, c'est très, très simple. Il est 6 heures du matin.
patient est hospitalisé, enfin, je suis hospitalisé, je vais prendre mon cas. L'infirmière rentre, elle est déjà au taquet à 6 h du matin. C'est une réalité. Donc elle pose son plateau, elle prépare pour les prélèvements, et elle va pour se pencher pour me prélever. Le lit, bien sûr, est en bas, puisqu'on a... Alors je la fais arrêter, et je dis, voilà, premièrement, je vais monter le lit, et je lui explique pourquoi. Je lui dis, d'abord, vous devriez me remercier parce que je prends soin de votre dos. Et la deuxième chose, c'est que quand je vous vois pencher sur moi comme ça, un peu avec du déséquilibre, je ne suis pas rassuré du tout. Et je dis à la CATSUP à ce moment-là, bah, tu vois, le mannequin, il ne peut pas répondre. Voilà. Donc c'est un exemple sur lequel nous pouvons intervenir. Et de plus en plus, d'ailleurs les doyens le disent, c'est une transformation de l'enseignement académique et quasiment magistral dans certains cours, vers un enseignement beaucoup plus dynamique avec la simulation, entre autres, et d'autres méthodes. Donc en fait, on est aussi, quand on suit l'évolution, vers cette évolution de l'enseignement, notamment l'enseignement en médecine et en pharmacie. Alors la place des patients dans le DPC, aujourd'hui vous êtes absent, au fond, de la gouvernance. Comment... voilà, je reviens presque au début, la conquête d'une forme de démocratie sanitaire, d'une place de représentation. Vous avez pensé cette place dans le DPC, dans sa gouvernance, vous la voyez comment? On y pense tous les jours. Alors, et on se fait un plaisir de répondre à votre demande et de travailler avec vous sur l'ingénierie tous. Ce sera un plaisir pour nous. Je pense que très, très franchement, c'est le sens du vent et ce serait dommage, mais vraiment dommage, pour le système de santé de rater ce virage-là. Et je pense que contrairement à ce que peut-être certains instituts de formation pensent, les médecins seraient demandeurs de certaines choses. Parce que c'est pas si simple, c'est un métier extrêmement difficile, vraiment difficile. Et souvent, ils ont l'impression de connaître la maladie, de connaître les malades. Ils voient énormément de malades, donc c'est normal. Je vois un cancérologue qui voit 30 patients atteints de cancer par jour, connaît bien le cancer. Seulement quand il tombe malade, le médecin, eh bien, il écrit un livre. Parce qu'il est tellement étonné. Il y a eu un très beau livre d'ailleurs. Il y a de très beaux livres. De Jacques Illa, qui était professeur à la Salpêtrière et de David Kayat qui a écrit sur lui. Absolument. Exactement. Ouais. Et ils se rendent compte tout d'un coup que tout ce qu'ils imaginaient n'était pas le reflet de la réalité. Donc je pense que vraiment, ça ne peut être qu'un plus, qu'un complément essentiel pour tout le monde et pour un meilleur système de santé. Écoutez, un grand merci à tous les deux. Donc, j'ai envie de vous dire à très bientôt, puisqu'on a pris en quelque sorte rendez-vous cet après-midi dans cette émission. Et je souhaite, pour tous les professionnels qui nous regardent, les avoir convaincus de tout l'intérêt qu'il y a à construire ensemble nos savoirs. Merci, au revoir. Merci. Merci.